Salut à tous et bienvenue pour ce top 15 des moments tactiques de ce match 1 des finales NBA entre Dallas et Boston. Et on commence directement. Numéro 15, c'est Jaylen Brown qui fait l'action défensive de la nuit. La voici, il est ici, Jaylen Brown, il est en deuxième rideau. Et vous allez voir qu'en fait, il va faire deux fois une action au panier. Une première fois ici, ça ressort, ça fait tourner. Hardaway, extra passe sous le cercle. Et une deuxième fois, le contre. Et pourquoi est-ce que c'est à ce point notable? Déjà, premièrement, Jaylen Brown n'est pas connu pour sa défense off-ball. C'est même tout le contraire, il est plutôt très bon sur l'homme, mais pas tant que ça off-ball. Et pourtant, là, donc, 2 contres d'affilée. Et surtout, donc, on est sur une couverture où on fait un 2 contre 1 sur le ballon sur Luka Doncic. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? C'est parce que nous avons Derrick Jones qui est défendu par Horford. Donc, on ne craint pas du tout le pick and pop. Sauf que cette fois, Jones ne se fait pas avoir. Il va plonger au panier. Donc, 2 sur le ballon, il est libre d'aller au panier. Et donc, c'est ici que vient le rencontrer au panier Jaylen Brown avec un timing parfait, même si il aurait pu aussi tout à fait faire une pré-rotation et être ici et forcer l'extra passe un peu plus compliqué avant. Mais c'est pas grave, le timing est parfait, le contre est parfait au niveau du alley-oop. Et puis une deuxième fois, de la même manière, sur cette fois-ci, cette tentative, regardez, le petit saut d'appui, hop, je décolle les deux appuis en même temps, et le timing parfait où je décolle en même temps que Derrick Jones Jr. pour aller au contre. Donc avec ce timing vraiment parfait de faire miroir avec l'attaquant. 14e de notre classement, Kyrie Irving, qui n'a pas fait un grand match, mais quelques actions de très très haut niveau, et donc notamment celle-ci, ce moment tactique assez intéressant où donc, sur une remise en jeu, ligne de fond, il reçoit la balle, isolation, il va aller au panier, mais pourquoi est-ce que le panier est aussi facile? C'est parce qu'il y a du QI basket derrière, et donc regardez notamment que se passe-t-il, il reçoit la balle ici même, isolation face à un défenseur qui est moins bon, et donc que fait Boston immédiatement? Boston surcharge le terrain, regardez, Jrue Holiday qui vient ici se mettre en 2 contre 1, vraiment surcharger le terrain et boucher l'espace devant lui, et donc il le fait au prix d'abandonner quelqu'un côté faible, évidemment. Sauf que au bout d'un moment, Jrue Holiday est bien obligé de repartir de l'autre côté, ne serait-ce que pour la règle des 3 secondes dans la défense, et donc c'est pile à ce moment-là que Irving a un timing parfait et attaque pile lorsque Jrue Holiday commence à repartir de l'autre côté. Regardez, hop, quand Jrue Holiday a le de tourner et commence à repartir, c'est à ce moment-là que Kyrie attaque pour donc se libérer à 1 contre 1, un vrai 1 contre 1 et non pas un 1 contre 2. Il attend, il temporise, il attend que l'aide s'en aille. Voilà, et dès que Jrue Holiday commence à partir, hop, c'est maintenant que j'attaque. Et en effet, regardez, à partir de là, le drive, personne ne vient le gêner, il va jusqu'au lay-up proche du panier. Numéro 13 de notre classement, c'est très simple, c'est le spacing. Un spacing qui est optimal, vous le savez, côté Boston Celtics, et qui en fait facilite la vie grandement à absolument tous les joueurs de Boston. Comme ici sur cet exemple, retour de la mi-temps, et regardez le spacing absolu, personne dans la raquette, que des shooters, et donc c'est surtout ce spacing qui permet que de simples actions aboutissent sur des paniers assez faciles. Vous voyez que là, la lecture de Jason Tatum est extrêmement facile, et donc que se passe-t-il exactement sur l'action? C'est un simple pin down, donc hop, un écran pour une sortie d'écran qui remonte vers le haut pour Tatum, sauf que au niveau des couvertures défensives, Dallas hésite un peu, et donc notamment Doncic ne sait pas s'il faut faire un switch ou pas, on sait pas, ça se finit en de facto 2 contre 1 sur le ballon, Jones met du temps à revenir, et 3 points ouverts. Voilà, c'est aussi la force d'avoir un tel spacing, c'est de pouvoir créer du jeu avec des actions très simples, et surtout donc des lectures de jeu pour les passeurs qui sont extrêmement simples elles aussi. Autre exemple sur ce spacing, toujours dans notre numéro 13 du classement, le voici. Jaylen Brown qui drive, qui attaque le switch, qui se retrouve dans la raquette. Et là encore, regardez à quel point la lecture est facile. 1 contre 2, voilà, extra passe et 3 points. Tout ça rendu facile par le fait que nous avons un spacing à l'intérieur et un espace énorme dans lequel c'est facile de pénétrer. Et une fois qu'on y est, les lectures de jeu sont plutôt ouvertes, plutôt faciles, et 3 points. Et puis toujours dans ce spacing qui facilite la vie de absolument toutes les actions de Boston, regardez ici, c'est Tatum qui a la balle, qui va attaquer PJ Washington, mais regardez que se passe-t-il en deuxième rideau, la raquette est bouchée, et donc la passe est mauvaise. Voilà, si on se remet, on a effectivement une défense de Dallas qui se repose beaucoup là-dessus sur les aides en deuxième rideau pour boucher la raquette, et donc là, c'est ce qui se passe, Tatum qui passe Washington, mais qui se retrouve avec Maxi Kleber et en plus une aide de Derrick Jones Jr., donc pas d'options, pas de bonnes options, et donc que fait-on après la remise en jeu? Organisation du terrain, ajustement de la part de Joe Mazzulla, regardez ce qu'on fait, on va se servir du spacing, et donc l'organisation du terrain, hop, aboutit sur un tir à 3 points de Horford. Et donc pourquoi est-ce qu'on a fait ça juste après l'action de Tatum? En fait, juste on place un seul shooter, un seul joueur dans le corner, on fait monter Jrue Holiday ici, et on fait attaquer Jaylen Brown contre Maxi Kleber, et donc regardez ensuite l'attaque, et quand l'aide se déclenche comme prévu, cette fois-ci, le spacing et le terrain est très très bien organisé, et donc la lecture est relativement facile pour un driving kick et personne pour contester.
Comme vous le voyez ici, dès que la pénétration est faite, l'aide en deuxième rideau se déclenche et la passe est facile avec personne qui peut coulisser assez rapidement puisque tout un quart de terrain a été libéré pour punir cette aide en deuxième rideau. Numéro 12 de notre classement, notre top 15 des meilleurs moments tactiques de ce match-là. Et c'est un 3 en 1 là encore avec notre ami Maxi Kleber qui une première fois, regardez, dévie la balle. Jaylen Brown reçoit la balle, isolation, il veut attaquer en isolation, sauf que nous avons un stunt ici de Maxi Kleber qui en fait vient se mettre dans l'espace. Hop, je bouche le terrain, je réduis l'espace pour Jaylen Brown qui se dit bon bah s'il dézone, je peux faire une passe et en plus, hop, je reviens et je dévie le ballon, première action. Et sur la remise en jeu, pareil, que se passe-t-il? Balle au poste bas à Tatum et Maxi Kleber qui fonce, il défend la remise en jeu et il fonce défendre le tir et contre avec un angle, l'angle mort dans l'angle mort de Jason Tatum. Et puis une troisième action, cette fois en attaque pour Maxi Kleber qui est 12e de notre classement des moments tactiques puisque il peut devenir un élément crucial pour l'attaque de Dallas également. Voyez ici, que se passe-t-il? Il va jusqu'au panier et alors si on décortique, que se passe-t-il? Il est ici, il va se mettre sur l'aile et en fait de la même manière nous avons isolation, Kyrie a réussi à obtenir le switch sur Al Horford donc Boston vient compenser pour aider avec ici Derrick White qui se met dans le gap, déjà il est dans l'espace, il abandonne Kleber et donc le rôle que doit faire Kleber c'est celui de stunt beater, donc il se met dans le gap, il fait un stunt comme on dit, donc une aide ici, donc le stunt beater c'est celui qui doit punir ce dézonage et donc que se passe-t-il? Kyrie fait la passe, la menace du shoot fait que White se jette et donc il peut attaquer en plus en sortie de dribble, il y va, il va au panier, le layup malgré le contest de Porzingis et c'est vrai que c'est une option qui va être à mon avis cruciale le rôle de Kleber parce que regardez si on fait pause, on n'est ni Dereck Lively ni Gafford sur le terrain, on a Maxi Kleber en poste 5. Et donc regardez en conséquence le spacing que Dallas obtient, qui est très différent de lorsque c'est Gafford ou Lively qui est sur le terrain et qui forcément est un non-shooter. 11e position à présent et nous allons vers Luka Doncic et deux actions, deux erreurs de la défense de Boston qui sont immédiatement punies. Vous voyez qu'on est sur de la transition et que se passe-t-il en transition? On a le mauvais match-up, forcément. Regardez, si on remonte l'action au début, c'est un tir de Pritchard ici qui va être contesté par Doncic et lorsque les deux se projettent en transition, pas forcément très rapidement, mais tout de même, nous avons ce match-up là et donc qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, Boston ne veut pas du tout avoir Pritchard, le petit Pritchard sur Doncic parce que c'est un mismatch beaucoup trop avantageux pour Dallas. Donc que se passe-t-il? Immédiatement, l'erreur est punie puisque on donne la balle au poste bas à Doncic qui va punir. Quand l'aide arrive, on prend la faute, N1. Non, presque N1, mais en tout cas on prend la faute. Donc première erreur de match-up qui a été provoquée sur une transition et qui ne donne rien. Et puis deuxième, exactement pareil, sur la transition. Regardez, au début de l'action, on a sous le panneau Porzingis qui se bataille avec Lively, ce qui fait que quand on remonte la balle, tout le monde est déjà revenu de ce côté-là, côté Boston. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur Lively? Nous avons Kristaps Porzingis. Et là, c'est une erreur parce que c'est pas du tout ce que veut Boston. Et vous allez voir la seule action du match, quasiment, mais je crois non, vraiment la seule où Porzingis a été sur Lively, et ben ça donne un alley-oop. Et donc c'est exactement pour ça que Boston ne veut absolument pas Porzingis en tant que match-up direct de Lively, parce que Doncic pourrait cibler à la fois le défenseur un peu fragile, en tout cas fragile pour Doncic, qu'est Porzingis, et en plus le faire avec cette menace de alley-oop qui, regardez, hop, Porzingis reste en drop, donc plus bas que le niveau de l'écran en défense, voilà. Et puis il se retrouve en 1 contre 2. Donc Doncic qui va driver, et de l'autre côté le alley-oop de Dereck Lively. Et donc la seule fois du match où on a ce match-up qui n'est pas du tout voulu, qui est une erreur un peu de transition, et qui n'est pas du tout scripté, on veut pas du tout faire ça, et ben la seule fois où on a ça, Doncic, pick and roll, et on va punir immédiatement avec un alley-oop qui donne la faute. Donc voici, c'est la force de Luka Doncic, c'est tu fais la moindre erreur en finale NBA, tu es puni. Là avec ce alley-oop, et puis tout à l'heure avec, hop, ici Pritchard, et le jeu en transition pour du post-up. Et dès qu'on peut, dès que Boston fait une erreur, Doncic peut aller le punir. 10e de notre classement, justement, le top 10, et on est précisément sur ça, sur ce jeu de match-up. Je laisse dérouler et vous voyez que se passe-t-il, le pick and roll qui ne marche pas du tout. Et pourquoi? Eh bien parce que justement, comme on disait, on ne veut absolument pas Porzingis sur Dereck Lively parce que sinon il peut y avoir la menace de alley-oop de Lively qui fait trop de dégâts. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On met l'intérieur, Horford ou Porzingis, sur un non-shooter, ou alors sur un mauvais shooter, sur un plus petit, c'est pas grave. Et donc quel est le but? C'est que Porzingis ne peut pas switcher, évidemment, sinon il se fait un peu manger par Doncic sur les switches, et donc que se passe-t-il? On reste en drop, plus bas que le niveau de l'écran, ok, donc ce qui fait 2 sur le ballon, mais on est totalement content de mettre 2 sur le ballon parce que on a cette valve de décompression, comme on dit, donc beaucoup de pression ici, mais qui peut être relâchée ici.
on donne tout ce décalage et tout cet espace à Josh Green, mais pourquoi? On est content, parce que ça nous a permis de contenir Doncic et d'autoriser cet espace à Josh Green, parce que on ne craint absolument pas son pick and pop, et regardez aussi la rotation, plutôt la non-rotation de la part de Derrick White du côté faible, qui il défend sur Hardy, et quand le pick and pop est fait, il ne fait pas un close-out, il s'arrête et il revient vers son propre shooter. Voilà, parce que certes, on concède tout ce décalage, tout cet espace, cet avantage pour Dallas, mais on est content de le faire grâce à ce jeu de match-up. Et donc c'est un peu comme ça que Boston est arrivé à dicter le pick and roll, le jeu du pick and roll, de par ses ajustements de match-up, en ne mettant pas son intérieur, Horford ou Porzingis, sur Lively ou Gafford. Et vous voyez que d'ailleurs c'est Tatum qui doit se charger de Lively et Gafford. Donc voilà pour un premier exemple, pour ce 10e place dans le classement. En voici un deuxième, est-ce que vous l'avez vu? En transition, ça s'ajuste. Hop, malheureusement, Doncic met le 3 points, mais que se passe-t-il ici? On voit très très bien ce jeu de match-up, puisque Lively, ici, va remonter, poser un écran. A priori, Porzingis est le plus proche, sauf que Porzingis, regardez, il dit « Non, White, prends-le, moi je le prends pas. » Et White, il dit pareil. White, il dit « Attends, je le prends, et toi tu vas dans le corner, voilà, tu vas là-bas. » Comme ça, sur le pick and roll, Porzingis n'est pas impliqué. Et donc, on peut switcher tranquillement et un tir contesté. Voilà tout le jeu de match-up qu'essaye de faire Boston sur ce match-là, quitte à donc faire plein de switch et plein d'ajustements, y compris quand l'écran est en train d'être monté. Voilà, on change les match-up comme ça sur le ballon, pas de Porzingis, pas de décalage, on peut faire un switch. Et malheureusement, c'est juste que Luka Doncic met un tir qui est compliqué. Et puis, de la même manière, regardez aussi quelle est la conséquence, c'est que je laisse dérouler l'action, Porzingis est capable d'avoir un impact au panier. Mais alors pourquoi ? Eh bien, parce que c'est aussi la conséquence d'avoir Porzingis sur, non pas un vrai intérieur, mais sur Derrick Jones Jr. ici, c'est que Jones, il a beau être athlétique, il n'a pas du tout la menace de verticalité d'un vrai intérieur. Et donc là, en effet, quand il reçoit la balle dans la zone des catch and finish, c'est pas la même taille, c'est pas la même finition, la même menace de finition que Gafford et Lively, qui sont des vrais pivots avec des mensurations de pivots. Et donc là, en effet, on a un drop. Le contre-drop, c'est d'avoir le alley-oop dans le dos, mais sauf que Jones, il n'a pas du tout la verticalité de Porzingis. Et donc Porzingis peut rester relativement haut parce qu'il n'est pas trop attiré par la menace de lob, alors que là, ici, dans ce cas-là, la menace de lob d'un grand Gafford ou Lively, qui plongerait à ce moment-là, forcerait Porzingis à reculer, évidemment. Là, c'est pas le cas, et surtout, hop, dans le dos du drop, on reçoit la balle, mais on n'a pas du tout la taille d'un vrai pivot, et donc on n'a pas du tout cette finition. Voilà, là encore, comment est-ce que Boston gagne cette guerre du pick and roll pour l'instant? C'est avec ce jeu des match-up, et si tu veux, tu peux impliquer Porzingis sur du drop, comme ici, pas de souci, tu peux le faire si tu veux, mais tu peux pas le faire avec ta cible préférée, qui est un vrai pivot. Tu es obligé de le faire avec quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout le même niveau de verticalité et de finition au panier, évidemment. Voici aussi un autre exemple, avec d'ailleurs une action très intéressante en elle-même, puisque quel va être l'ajustement que tente de faire Dallas et Jason Kidd? Regardez, c'est Maxi Kleber qui est défendu par Porzingis, donc où est-ce qu'on le met? Eh bien Porzingis, on le met non pas dans le corner, on le met sur l'aile. Et donc quel est le but? Le but, c'est que quand on a une action de ce côté-là, donc le côté faible est ici, et l'homme qui doit aider au panier, c'est ce qu'on appelle le low man, l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond. Et donc ici, le low man qui doit aider sur l'action, c'est Peyton Pritchard. Donc Dallas fait exprès de mettre Peyton Pritchard, donc son attaquant, pour que Peyton Pritchard soit là et soit dans ce rôle-là, et de mettre un shooter Maxi Kleber sur l'aile. Comme ça, Porzingis doit descendre depuis l'aile jusqu'au panier, plutôt que simplement rester là et faire un pas de côté, comme il aime bien le faire et comme aiment bien le faire les libéraux défensifs. Sauf que, vous voyez que Porzingis s'en fiche et vient tout de même aider au panier. Donc finalement, le contre-move très classique de « j'ai un bon protecteur de panier, je vais le placer via son attaquant, je vais le placer sur l'aile plutôt que ligne de fond », ça ne marche pas ici parce que Porzingis s'en fiche, il abandonne totalement Kleber, il vient au panier, dissuader le tir, empêcher le tir. Et regardez aussi l'attitude de Jrue Holiday, qu'est-ce qu'il fait? Quand Porzingis vient prendre Josh Green, lui, il switch, il fait un peel switch, comme on dit, il peel off, il remonte, prendre Maxi Kleber. Voilà le genre de rotation et de coordination dans les rotations dont est capable Boston. Porzingis qui descend, Jrue Holiday qui remonte, voilà, et pas de décalage. C'est parfait, on a pu totalement anéantir cette action. Passons au numéro 9 de notre classement. Le voici, et qu'est-ce que c'est? C'est un système, cette fois-ci une seule action, c'est un système de zone, et vous allez voir que pour la première fois Dallas sort de la zone pour tester, pour changer un peu, mais que se passe-t-il? Un 3 points, et badaboum,
et on n'a plus jamais entendu parler de la zone, mais surtout pourquoi est-ce que je vous montre ça, pourquoi est-ce que c'est pour moi un moment tactique très intéressant et très marquant de ce match 1 des finales NBA. Regardez Joe Mazzulla qui de suite identifie la zone, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'agite sur le côté en disant attention, zone, voilà, toi tu fais ça, et donc quelles sont les consignes exactement? C'est une zone 2-3 ici, donc 2 en haut, 3 en bas, et donc on organise le terrain pour faire en sorte que, voilà, vous voyez Joe Mazzulla qui dit toi tu vas là, il a dit à Jrue Holiday hop, toi tu vas là-bas, donc Holiday qui va coulisser. Ensuite il dit à Derrick White ici, Derrick White, tu viens, tu te mets sur cette aile, voilà, et puis à Ford, tu viens poser un écran, et donc même si c'est une zone, on a organisé le terrain de manière à ce qu'on se retrouve de facto comme si c'était un pick and roll. Et donc pick and roll, pull-up à 3 points de Tatum qui vient punir. Donc voilà aussi le niveau des coachs NBA qui de suite arrivent à identifier le genre de couverture qui va être pratiqué et qui surtout ont le contre-move, puisque là c'est directement Joe Mazzulla qui avait préparé ça et qui de suite appelle le jeu. Voilà, on voit que c'est une zone, on a préparé notre système anti-zone, on l'exécute, c'est parfait. Et Dallas aura donc joué une seule possession de zone dans tout le match grâce à Joe Mazzulla, son expertise, son œil et le fait qu'il a appelé le bon système pour contrer tout ça. En numéro 8 de notre classement, c'est un blitz de la part de Boston, vous allez voir, puisque nous avons un switch and blitz, même on peut dire, hop, vous voyez, une prise à 2, mais alors que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, en vérité, Peyton Pritchard est sur Doncic, mais de toute façon, ça aurait pu être un switch, c'est pareil, mais de toute façon, donc, Doncic va cibler et va chercher à avoir le plus possible Peyton Pritchard sur lui pour pouvoir l'attaquer, mais, sauf que, quel est l'ajustement de Boston? C'est qu'on ne laisse pas Pritchard dans un contre 1, hop, vous voyez la prise à 2, le blitz qui se déclenche, comme ça on fait lâcher Doncic la balle. Il est un peu obligé, hein, forcément quand t'as 2 sur toi, tu lâches la balle parce que t'as nulle part où aller, et donc c'est exactement ce qui se passe. C'est toute la différence avec le match-up de saison régulière qu'on avait vu, enfin les 2 match-up de saison régulière qu'on a vu cette année, où Boston n'hésitait pas à laisser en 1 contre 1 Pritchard en se disant bon, il va forcer l'isolation, c'est un tir moins rentable, etc., sauf que non, en fait Doncic est capable d'avoir une rentabilité extrêmement haute face à ce mismatch. Donc quel est l'ajustement ici? Ce qu'on n'a pas vu en saison régulière, c'est certes tu as le 1 contre 1, mais on déclenche de suite le blitz pour te faire lâcher la balle. Voilà comment protéger Pritchard, dont on a besoin aussi en attaque pour son shoot, pour son dribble, pour ses qualités de dribbleur. Donc premier blitz, le voici. Un deuxième aussi, toujours pour ce même moment tactique, hop, une action où nous avons toujours ce jeu de match-up. Vous avez vu que Dereck Lively vient pour poser un écran, il est défendu par Porzingis. Donc que dit Porzingis? Il appelle Pritchard, il dit tiens, prends-le. Voilà, et moi je vais sur Jones Jr. Comme ça, toujours pareil, hein, toujours ce même objectif de garder Porzingis en dehors de l'action et loin du ballon. Et donc là c'est pareil, on appelle le switch off ball. Pritchard, tu prends la responsabilité du gros et tu switches les écrans, voilà. Et surtout en fait, voilà, vous avez vu, c'est pas du tout un switch, c'est un switch and blitz. Donc, c'est-à-dire que sur l'écran, ok, on change, mais en fait, et Doncic s'y attend pas forcément, mais on a un blitz qui arrive par derrière de la part de Derrick White. Et donc voilà comment est-ce que Boston arrive à totalement éviter le match-up Porzingis ciblé directement et frontalement par Doncic. C'est avec ce genre de manœuvre tactique. Donc quand le poseur d'écran arrive, Porzingis lui donne la responsabilité. Voilà, tu le prends. Et puis ensuite, comment protéger cette fois, non pas Porzingis mais Pritchard? Eh bien on fait un blitz par derrière, un blitz un peu surprise. Comme ça, on provoque une paire de balles. Et puis toujours pareil, dans ce blitz, regardez pourquoi est-ce que Pritchard défend. Cette fois, c'est PJ Washington, alors qu'il y a un déficit de taille qui a l'air assez énorme. Eh bien, c'est parce qu'on sort d'un temps mort et qu'on anticipe exactement ce que Dallas va faire. Et donc, regardez, que se passe-t-il quand PJ Washington vient poser un écran? Évidemment, ça switch. Mais, vu que Pritchard switch sur Doncic, qui est-ce qui reste sur PJ Washington? C'est Jrue Holiday. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ok, on change sur l'écran, pas de décalage, mais on concède le mismatch. Mais sauf que PJ Washington ne va pas être respecté par Jrue Holiday. Et donc Jrue Holiday peut faire un stunt. Ici, il peut venir jaillir et bondir sur la ligne de drive, faire un stunt, une aide, ici en tête de raquette. Et donc, le mismatch ne peut pas être attaqué par Doncic, il peut pas aller jusqu'au panier. Il est obligé de s'arrêter et de prendre le mauvais tir. Voilà aussi comment est-ce que Joe Mazzulla et Boston arrivent à jouer avec les match-ups en mettant volontairement le petit Pritchard sur le plus gros, mais non shooter, en tout cas moins bon shooter, PJ Washington, plutôt que de le mettre sur Irving, qui semble le match-up de taille le plus évident. Donc on le met sur Washington, comme ça, ok, quand on l'amène au ballon, pas de problème, ça switch, mais sauf que le mec sur qui Pritchard, que Pritchard abandonne parce qu'il était en train de... C'était le poseur d'écran, c'est un mauvais shooter que Jrue Holiday peut abandonner. Voilà comment est-ce qu'on arrive à court-circuiter totalement ce jeu de chasse au Pritchard, en fait en le mettant sur quelqu'un qui n'est pas respectable en termes de shoot. Donc quand il y a le switch, le nouveau défenseur, donc en l'occurrence Jrue Holiday, ok, il laisse partir Doncic, mais ensuite il peut aussi abandonner Washington. Donc voilà comment Dallas arrive à dicter une aide en mettant Pritchard sur un poseur d'écran qui va être un non-shooter.
Numéro 7 de ce classement des 15 meilleurs moments tactiques de ce match 1 de finale NBA, c'est une action de Jason Tatum, vous le voyez, qui est en transition à récupérer la responsabilité et plutôt est défendu par Dereck Lively. Donc que se passe-t-il ? Voilà, on organise le terrain. Et d'ailleurs, je fais pause puisque Boston a aussi cette particularité. Regardez, nous avons le pivot qui est à 3 points et le meneur, l'arrière en tout cas, qui est dans le dunker spot. Donc ce qu'on appelle ici cette zone, le dunker spot, la zone des dunkers, donc littéralement parce que c'est là où on met d'habitude les pivots qui en un pas peuvent faire le catch and finish et dunker. Donc c'est toute la particularité de cette équipe de Boston qui en fait, le spacer c'est le pivot et l'homme qui est dans le dunker spot c'est Jrue Holiday qui est très à l'aise dans toute cette zone, on le verra tout à l'heure. Donc surtout qu'est-ce qui se passe ? Je laisse dérouler cette magnifique action de la part de Tatum. Et donc que se passe-t-il concrètement ? Nous avons le mismatch et donc que se passe-t-il ? Quand Lively doit défendre Tatum, deux choses. Premièrement, il va presser très haut. Vous voyez qu'il se met très très haut par rapport à Tatum et il va continuer à le presser et aller très haut, quitte à être vulnérable sur drive, mais c'est un peu le but. C'est-à-dire que, hop, on va se mettre très haut parce qu'on sait qu'on veut inciter en étant très haut à le punir, donc à driver, sauf qu'ensuite, il y a des aides qui attendent derrière. Donc, premièrement, en termes de positionnement, et surtout, l'autre positionnement, regardez aussi, c'est le positionnement par rapport à l'angle. C'est-à-dire qu'il se met complètement sur sa main droite pour le forcer à driver main gauche. Là, Lively, il est très haut main droite et il libère totalement l'angle main gauche exprès parce que c'est la mauvaise main de Tatum. Donc, que fait Tatum ? Il fait un peu son classique de si tu me prises de ma main droite, je fais un dribble et je reviens sur le step back, ok ? Et donc là, Lively se dit tiens, je l'ai eu, je saute pour contester le step back. Et en fait non, c'était une feinte, une manipulation de Tatum qui a fait exprès, qui a fait tout ça pour justement feindre le pull-up à 3 points, attirer et faire sortir haut Lively. Et quand c'est fait, hop, petit crossover, et donc je peux enfin attaquer main droite comme je voulais. C'est ce que je fais. J'attaque, les aides viennent. Irving qui est ici dans le dunker spot, il vient coulisser. Washington qui est dans le corner coulisse à l'intérieur et donc ça libère la lecture vers Derrick White. Et ça pour le coup, c'est pas non plus une lecture de jeu très basique et très simple. C'est quand même d'un certain niveau avancé de manipulation, non seulement de la couverture en termes de que fait le défenseur, donc je l'attire à gauche puisqu'il me prive de la main droite, je l'attire à gauche, je fais semblant d'avoir le step back à 3 points pour en fait mieux revenir sur la main droite, c'est fait, et une fois que c'est fait, je sais que ça va coulisser, et donc je renvoie vers le corner pour un driving kick magnifique de la part de Jason Tatum. Et puis c'est un 2 en 1 puisque nous avons aussi une deuxième action dans cette place du classement, puisque c'est Tatum encore une fois avec une deuxième très très bonne lecture, un système et aussi une bonne lecture. Après cette faute de Lively, vous voyez, remise en jeu sur le côté. Que se passe-t-il ? Nous avons une sortie d'écran qui semble être organisée par Porzingis pour Jrue Holiday, un spacing ici qui est parfait de l'autre côté. Et que fait Tatum ? Plutôt que d'attendre cette action, cette sortie d'écran, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez, le spin move surprise, hop, j'attaque, je refuse l'écran, je refuse l'action, et j'attaque directement, et vu le spacing, je peux aller jusqu'au panier. Excellente lecture de la part de Jason Tatum. Numéro 6 de ce classement des meilleurs moments tactiques de ce match 1 des finales NBA. Et regardez, ça va concerner cette fois Jason Kidd et les Dallas Mavericks et l'excellent ajustement qu'ils font assez régulièrement pour libérer des drives pour Doncic. Alors qu'est-ce que c'est que ce move ? Plus qu'un ajustement, c'est un move de jeu d'échecs. C'est on place les pions aux bons endroits pour la bonne raison. Et donc là, en l'occurrence, on met Irving dans le corner. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Vous voyez que Doncic peut aller jusqu'au panier. Mais alors pourquoi est-ce qu'il peut aller jusqu'au panier ? C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, pick and roll, ça va switcher, ok, donc on sait qu'on va avoir un mismatch ici. Là encore, Horford va presser très haut parce qu'il veut empêcher le pull-up à 3 points, donc il va y avoir une ligne de drive. Mais d'habitude, pourquoi est-ce que les drives de Doncic sont gênés ? C'est parce que, imaginez que là il drive vers la droite, nous avons Tatum qui est justement en tête de raquette. Il fait un stunt, il va venir gêner. Donc, quel est l'ajustement ? On en a déjà parlé en vidéo contre OKC, on en a déjà parlé aussi contre Minnesota, match 5 notamment, allez voir la vidéo si ça vous intéresse, mais l'ajustement, c'est juste, on fait driver Doncic d'un côté où il n'y a personne sur l'aile, donc il n'y a pas de défenseur comme ici, côté droit, il y a un défenseur sur l'aile qui peut descendre et faire un stunt et boucher l'espace en tête de raquette pour empêcher le drive. On le fait driver côté où il n'y a personne sur l'aile, et donc vous voyez que personne ne vient s'interposer, il peut continuer à driver nord-sud, il y va. Et puis surtout, le seul joueur qu'on met côté fort, donc à une passe près de l'action ici, c'est Irving, et c'est le meilleur shooter. Et donc, vous voyez que Jrue Holiday ne vient pas aider lui. Parce que s'il vient aider, ça ferait une passe directe et rapide pour un 3 points de Irving. Et donc voilà le move de Jason Kidd qui, à chaque fois, vous allez voir, met Kyrie exprès dans le corner pour empêcher ou alors pour punir le stunt ici depuis le corner. Sachant aussi qu'on fait driver Doncic d'un côté où il n'y a personne sur l'aile, comme ça il n'y a même pas d'aide au début de l'action. Il n'y a pas d'aide qui vient en début de drive, et donc comme ça il peut pénétrer, et vous voyez qu'il va jusque sur ses spots. Le tir est manqué, mais à cause du switch, on a aussi Gafford défendu par Jaylen Brown, et donc c'est un mismatch au rebond, et donc
on nettoie. Voilà, tout ça qui a été créé par la menace de shoot et l'organisation du terrain extrêmement intelligente de Jason Kidd qui met son meilleur shooter dans le corner, qui met personne sur l'aile et qui fait driver Doncic vers un côté où il n'y a personne sur l'aile. Premier exemple, première mi-temps, premier exemple. Deuxième mi-temps, pareil, exactement. Regardez cette action. Moi j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu 15 fois contre les Wolves, on l'a décortiqué 15 fois déjà, mais pareil. Irving qui va se placer dans le corner après un écran, voilà. Doncic, pick and roll, et devinez de quel côté est-ce qu'il va driver. Eh bien il drive côté droit où il y a Horford qui défend Kyrie dans le corner, et donc personne ne vient gêner Doncic qui peut driver jusqu'au panier. Voilà, c'est là encore ce même petit truc et astuce, cette bataille, ce jeu d'échecs où on place Irving dans le corner, et donc quand il y a un drive main droite, vous voyez que Horford ne vient pas s'interposer, alors que de l'autre côté, regardez ce qu'essaye de faire Jrue Holiday. Lui, il est sur l'aile, il veut faire un stunt, il veut venir en aide, il veut s'interposer, mais sauf qu'il est trop loin. Lui, il serait content d'abandonner son shooter depuis l'aile pour descendre, sauf que Doncic ne drive pas main gauche vers lui, il drive main droite, et il n'y a personne sur l'aile côté droit, donc il ne peut pas s'interposer, et donc ça fait un drive facile avec cet ajustement de Kyrie, meilleur shooter sur l'aile, et de l'autre côté, vous allez voir quelle est aussi la force de Kyrie. Hop, drive jusqu'au panier, malheureusement loupé, mais regardez là encore, qu'est-ce qui se passe? On a Kyrie qui est sur l'aile ici, donc cette fois, Jrue Holiday pourrait faire un stunt, il pourrait s'interposer sur le drive main gauche. Là, cette fois, Doncic drive vers un côté où il y a quelqu'un sur l'aile, sauf que Irving, c'est un trop bon shooter, donc hop, le stunt, il est pas très agressif, on laisse aller, on laisse pénétrer, et ça va jusqu'au panier. Et d'ailleurs, bon, ça c'est un tir que d'habitude Doncic met assez régulièrement, c'est juste qu'il n'était pas en forme sur ce match-là, mais voilà aussi le côté stunt beater de Irving sur l'aile ou alors dans le corner, c'est ce côté, soit je punis avec un shoot si Jrue Holiday m'abandonne, soit sinon, la seule menace du 3 points fait que Jrue il s'interpose pas, et donc à ce moment-là où le drive pourrait être freiné avec quelqu'un qui se met devant Doncic, c'est pas le cas, et il peut aller jusqu'au panier quasiment pour scorer. Le tir est de très bonne qualité, et puis une nouvelle fois, vous le voyez ou pas, cette organisation du terrain est une des seules actions, si ce n'est la seule, où Doncic peut aller jusqu'au panier face au drop, donc pick and roll, le drop avec Porzingis qui reste très très bas, ok, mais surtout, regardez Irving qui va dans le corner, et Doncic qui attaque le côté du terrain où personne n'est sur l'aile et peut descendre le gêner, et donc il progresse. Derrick White reste sur Kyrie, et donc il peut progresser, il va au panier. La faute, le panier. Voilà, ça c'est aussi pour ça que Boston organise sa défense avec des stunts, avec des aides, avec des gens qui viennent le gêner très tôt dans le drive, parce que si tu le fais pas, si tu le laisses aller sur ses spots en bas, proche de la raquette, c'est fini. 5e place de notre classement, nous sommes dans le top 5 et c'est une nouvelle fois Jaylen Brown avec 2 actions en back-to-back, vous allez voir, pour punir les switches et pour chasser le Doncic. Voici la première, et puis je vous laisse aussi dérouler la deuxième. Pareil, l'action juste après, le switch, on l'attaque de manière différente. Mais alors qu'est-ce qui se passe ici avec ce dunk que vous connaissez, je pense que vous l'avez tous vu. Que se passe-t-il? Nous sommes en début de deuxième quart-temps, on fait venir Doncic pour l'attaquer, et donc forcément ça switch pour ne pas constater un décalage, parce que là si ça switch pas, ça veut dire que Hauser qui est un excellent shooter pourrait faire un pick and pop libre, donc là hop, en switchant, pas de décalage, ok, et regardez surtout la manière d'attaquer le switch par Jaylen Brown. En fait il vient driver très fort, il sort sur la main gauche là, et puis il fait une petite, je sais pas si vous voyez, mais il fait hop, une petite hésitation, hop, prise d'appui, et j'attaque fort main gauche, voilà. Je vais au panier, petite feinte, le timing parfait, par-dessus Gafford. Ok. Donc, possession suivante, même pick and roll. Et donc là, Doncic se dit, attention, faut que je fasse attention, parce que là, en sortie de l'écran, il va faire pareil. Il va attaquer très fort main gauche. Et non, en fait, c'est là que Jaylen Brown sort le contre-move, hop, le crossover pour aller au panier de l'autre côté. Et vous voyez d'ailleurs à quel point le Doncic est surpris par ce changement de direction, parce que lui, comme dit, il s'apprêtait à coulisser, à se propulser latéralement vers ce côté-là. Et donc, quand le changement de direction arrive, hop, il est totalement pris par surprise. Et donc voilà le genre de petits détails qui finalement n'en sont pas. Vous voyez que ça fait toute la différence, mais une action, je set up, j'attaque d'un côté, ok, donc le défenseur va s'attendre à quelque chose, et puis l'action d'après, je fais l'inverse, je le prends par surprise. Il va s'attendre à un truc, et donc je vais de l'autre côté, je fais semblant d'aller à gauche, et non, en fait, cette fois, je reviens à droite pour le back-to-back drive, mais fait de manière très différente.
4e position cette fois de notre top 15 et c'est un back-to-back play call de Joe Mazzulla qui a fait un excellent match sur ce match 1 des finales NBA, le coach des Celtics. Et alors qu'est-ce que c'est ce système? Vous le voyez, c'est Tatum qui va aller au panier libre. Mais alors comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est sur un système en 5 out, vous le voyez, avec Tatum qui va faire une sortie d'écran, voilà. Ça ne switche pas ici parce que c'est pas trop... on a le temps de pas switcher, donc on donne pas ce mismatch à Tatum. Ok, donc deuxième écran ensuite avec Derrick White. Cette fois, ça switch, un peu dangereux, on switch ici. Et donc, on a Irving qui se retrouve sur Tatum. Et que fait Tatum? Eh bien, il va s'installer au poste haut, en tête de raquette. Mais là, 2 choses. Premièrement, le spacing, c'est ça la clé. C'est que en fait, on libère, on sait qu'on fait ce système exprès parce qu'on sait que ça va switcher, évidemment. Donc on fait ça, et directement après le switch, on lui dit, dès que tu as le switch, voilà, tu poses l'écran et tu vas t'installer ici, en plein cœur de la défense, où il y a plein d'espace. Vous voyez que si l'aide doit venir, elle doit venir de très très loin, et donc ça rend la tâche plus compliquée. Et puis surtout au-delà du côté système et tactique, et pourquoi est-ce que Mazzulla a fait ce système-là de cette manière, il a dessiné de cette manière, il y a aussi dans le script de ce schéma et ce système, la manière d'attaquer. Vous voyez que Tatum n'attend pas, dès la réception du ballon, une feinte d'un côté, et j'attaque directement pour éviter que les aides n'arrivent à temps. C'est vraiment les 3 clés de l'action. C'est le système fait parce qu'on sait que ça va switcher. Donc Tatum, tu viens récupérer Irving. Voilà, on a le switch. Deuxième clé, le spacing. Tu t'installes au milieu d'un spacing parfait. Et puis troisièmement, le fait que tu dois attaquer directement avant que, même s'il y a du spacing, on pourra avoir des rotations agressives qui viennent boucher l'espace. T'attaques direct, comme ça, elles n'ont pas le temps de venir. Et tu peux aller au panier. Donc premier play call. Et puis la possession d'après, on joue le même système. Vous le voyez. Voilà, donc une nouvelle fois, Tatum qui vient poser un écran pour Derrick White sur l'aile. Ça switch de nouveau. Cette fois, Doncic, il regarde un peu, il sait que ça va être là parce que c'est ça le système qu'on a vu la dernière fois. Et donc, que fait Derrick White? Il balance directement, effet de surprise. Doncic s'y attend pas et ça dégaine très vite et très haut. Et badaboum. Voilà. Voilà aussi la force de jouer 2 systèmes identiques 2 fois d'affilée, c'est qu'il y a toujours cet effet de surprise quand on fait une variation qui est différente. Donc la première fois, hop, spacing, on va s'installer en plein cœur de la défense. On attaque direct comme ça. Pas le temps que la défense vienne, ok. Et puis on le joue une deuxième fois. Cette fois, Doncic, il a reconnu, il se dit, c'est le même système, sauf que, hop, on kick out très vite et on punit avec Porzingis qui était en feu. Numéro 3 de notre classement, c'est Jrue Holiday et son match de connecteur, comme on dit, un match fabuleux. Alors connecteur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne va pas créer le décalage, mais qui va l'amplifier, donc il va fluidifier le jeu, en gros. Donc là, qu'est-ce que c'est? Première action, vous allez voir qu'il y en a plusieurs dans ce thème-là, dans ce match parfait. Il accélère la balle en transition, et puis il reste surtout dans le dunker spot sous le panier, comme ça, quand il y a un drive et que Gafford vient aider sur le drive, il est sous le panier, option de passe très facile pour Jaylen Brown, qui facilite la vie. Donc première action. Deuxième, pareil, en transition, on remonte la balle et on kick out sur Derrick White. Voilà, c'est aussi l'impact en transition de notre ami Jrue Holiday qui remonte la balle plein centre, qui fait la bonne lecture, kick out. Voilà, Jrue Holiday qui a été génialissime. Cette fois, il est off-ball, ici, vous le voyez. Jrue Holiday, pick and roll en haut. Voilà, Jaylen Brown qui va attaquer, en tout cas qui essaye. Et que fait Jrue Holiday? Vous voyez, il vient coulisser dans le dos de l'aide, encore une fois. Donc, il est ici dans le dunker spot, hein, comme dit. C'est un extérieur dont la zone préférentielle maintenant, c'est le dunker spot, hein, pour se mettre dans le dos de la défense, de l'aide agressive. Voilà. Donc, comme on sait que c'est le schéma de Dallas de faire un switch ici, hop, sur le ballon, on fait un switch. Donc, on a un mismatch, donc on vient le protéger. Bah, quel est le schéma de Boston? C'est s'il y a une aide qui vient se mettre en 1 contre 2 ici, on met quelqu'un derrière. Et donc Brown, quand il fait un drive, la passe est facile, il a une option de passe dans le dos de l'aide, très facile. Et puis Jrue Holiday reçoit la balle, extra passe, on ressort, et 3 points ouverts. Malheureusement, que Horford ne prend pas. Mais voilà, ça fait partie aussi de ce côté connecteur de Jrue Holiday, on sait qu'il va y avoir des aides, donc on vient mettre quelqu'un, Jrue Holiday, en connecteur, derrière l'aide. Comme ça, Brown qui n'est pas un top passeur, mais là, quand il fait un drive, il y a une option de passe qui est très facile. Et Jrue Holiday qui fait extra passe, qui ressort, et qui fluidifie le jeu de cette manière. Cette fois, il est balle en main ici. Vous allez avoir un écran, un jeu à 2 avec Tatum et Derrick White. On enchaîne avec un autre pick and roll, coupe de Derrick White, un autre pick and roll. Et en fait, non, Jrue Holiday qui attaque et qui sort cette fois. C'est Derrick White qui est dans le dunker spot. Voilà, encore une fois, c'est Boston et sa particularité, c'est que les gros ils shootent, les gros ils sont à 3 points, et c'est les petits qui sont dans le dunker spot. Donc voilà, Jrue Holiday qui attaque par surprise et qui fait le drive and dish pour un layup facile, encore une fois. Cette fois-ci, il est ici off-ball, vous le voyez. Donc pick and roll, Tatum contre Lively, ça switch, ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Des aides pour compenser, et donc qui est derrière l'aide? C'est toujours Jrue Holiday qui fluidifie le jeu avec cet extra pass qui va donner des lancers francs.
Voilà, c'est pas une assist pour de vrai dans le box score évidemment, mais là c'est une action qui est totalement rendue possible par Jrue Holiday dans ce rôle de connecteur où la création, le décalage il est créé par Tatum sur le ballon, ok. Les aides, elles accourent autour de Tatum, vous voyez, il y a 4 défenseurs, mais sauf que plutôt que d'être à 3 points, on a quelqu'un qui rôde derrière l'aide, dans le dos du panier, et qui fait l'extra passe immédiatement. Le jeu est fluidifié, on amplifie le décalage, on le déplace, et donc Jaylen Brown obtient des lancers francs. On avance, cette fois il est ici, toujours dans cette masterclass de connecting de la part de Jrue Holiday. Jaylen Brown qui attaque, et là, extra passe, facile, et 3 points. Voilà, là, vraiment rien d'extraordinaire, c'est juste dans ce spacing qu'on a vu tout à l'heure, Jaylen Brown qui attaque en drive and kick, et puis on sait où est-ce qu'on va passer la balle avant de la voir. Voilà, très facile. Jrue Holiday, le fluidificateur parfait. Et puis encore une action, cette fois il est en poseur d'écran, il glisse l'écran, il va dans le dos de la défense, non ça marche pas. Isolation, Tatum face à Doncic, non. Horford qui attaque sur close-out, et regardez ce que fait la relocation, comme on dit, relocation de la part de Jrue Holiday qui vient se repositionner dans le corner. Et badaboum. Voilà, c'est aussi ce jeu off-ball et cette intelligence. En fait, c'est la compréhension des espaces. C'est surtout ça, la force de Jrue Holiday, c'est cette compréhension des espaces de hop, je glisse dans le dos de la défense au cas où ça switch comme ça. Là, je suis libre dans le dos. Malheureusement, la passe n'est pas faite, donc occasion manquée, mais c'est pas grave, je continue de bouger. Je comprends comment ça marche, donc je m'en vais ici. Je m'en vais pour laisser la place à Horford. Horford qui attaque, donc je me remets dans le corner pour prendre sa place. Voilà, ça c'est du QI basket, c'est de la compréhension des espaces. C'est parfait, tir ouvert et badaboum. Deuxième, numéro 2 de notre classement, deuxième meilleur moment tactique, et il y en a plusieurs en fait, c'est plusieurs en un, c'est le festival Luka Doncic qui, malgré la défaite, aura fait encore une fois des actions assez spectaculaires, et donc voici la première, Doncic qui appelle un écran, voilà, Derrick Jones Jr. qui amène Porzingis dans l'action, comme ça on peut le cibler, et que fait Doncic en fait? Il fait un snake, c'est-à-dire que l'écran est fait pour partir à droite, donc il part à droite, et ensuite, pendant que Jaylen Brown est pris dans l'écran, il revient à gauche, il fait un snake, donc littéralement il fait le serpent, il part à droite, hop, il revient à gauche. Comme ça, Jaylen Brown a lui-même un temps de retard assez conséquent, puisqu'il doit aller à droite puis à gauche lui-même. Donc ça force Porzingis à monter haut et à un peu faire un switch de facto. Et donc voilà, Porzingis sur Doncic. Et là, hop, le changement de direction incroyable. Le pull-up à 3 points, ouvert. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas Porzingis, et le plus possible on essaie de ne pas l'impliquer sur les écrans. C'est parce que Doncic est capable de faire ça en fait, hein. Juste, c'est de la subtilité, ça n'a l'air de rien, mais hop, je pars à droite, puis ensuite je vais à gauche pour attirer, pour le forcer à monter haut. Voilà, ensuite Jaylen Brown se dit, est-ce que je reviens là, ou est-ce que je vais couvrir le rôle? Et donc il revient, et puis surtout, hop, le changement de direction assez incroyable ici. Hop, et le pull-up à 3 points ouvert. Badaboum. Première action magnifique de la part de Luka Doncic. En voici une deuxième. Nouveau pick and roll. Cette fois, il obtient Tatum sur switch. Que va-t-il faire? Il appelle de nouveau Porzingis. Cette fois, Porzingis, il monte haut. Il fait un edge, un hard edge même, pour essayer de barrer la route. Et donc, que fait Doncic? Il fend le pick and roll en deux. Il se faufile entre les deux. Et puis la finition. Absolument incroyable. Ce serait l'action du match. C'est peut-être déjà même l'action des finales. On verra, quoique il y aura peut-être une action après que je vais vous montrer qui est aussi assez spectaculaire. Mais donc là c'est pareil. On anticipe le edge. On voit que ça va monter haut. On voit que ça va être agressif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, je fends le pick and roll en deux. Je passe entre les deux défenseurs plutôt que continuer ma course ici où le but c'est que Porzingis barre la route et le force à contourner. Donc là non. Je contourne pas. Je contrecarre de l'autre côté. Et en deuxième rideau, c'est facile de passer autour, quand on est Doncic, c'est facile de passer autour du petit Derrick White. Par contre, ce qui est pas facile, c'est quand on a à la fois Tatum et Porzingis qui viennent contester par derrière, et ça nous donne le tir de l'année, le tir du match peut-être, de la part de Luka Doncic. Le pick and roll, je cible, je vais au panier, et puis finition de Space Jam, on peut dire. Là, voici deuxième des 4 magnifiques actions de Doncic sur ce match-là que je vais vous montrer. On enchaîne avec la troisième, donc c'est un switch, vous voyez, pick and roll, ça switch puisque c'est Horford évidemment. On amène cette fois de toute manière encore Porzingis, voilà. Donc ça switch de nouveau, sauf que, certes, on a concédé le switch, donc le 1 contre 1, mais on ne veut pas laisser vraiment Porzingis en 1 contre 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire de presser très haut pour qu'il n'y ait pas un pull-up à 3 points, justement, et surtout on organise le terrain autour pour que ça soit plutôt un 1 contre 3, voire même 1 contre 4. Là, vous voyez, c'est pas un vrai 1 contre 1. Donc, que se passe-t-il quand Doncic veut attaquer son, entre guillemets, 1 contre 1? Les aides accourent. Là, vous voyez que Jaylen Brown, déjà, il se met dans le gap. Ici, il abandonne Kleber totalement pour boucher l'espace de ce côté-là. On a Horford qui abandonne aussi Washington pour être prêt à aider. Et donc, que se passe-t-il ensuite? Doncic drive, prise à 2 par-dessus Doncic. Et puis là, c'est l'ingrédient magique. C'est-à-dire, c'est la taille et le passing, quoi. C'est ça qui rend Doncic à ce point un bon passeur. C'est que les prises à 2, même les prises à 2 étouffantes, où c'est deux intérieurs qui essaient de t'étouffer avec leur taille et leur longueur de bras, regardez, la passe par-dessus.
pour le joueur ouvert. Pardon, je me marre, mais je comprends pas cette passe. Je comprends pas cette passe. C'est absolument fabuleux. Donc le switch qui est protégé, aide hyper agressive, les voici, et pourtant l'aisance de passer par-dessus comme si de rien n'était. Je crois que c'est une des passes de l'année, pour le coup. Et c'est peut-être même une des actions de l'année, de la part de Luka Doncic. Et puis il va y avoir une autre action extrêmement belle, une très très belle passe, là encore. Et Gafford qui a la balle à l'intérieur. Alors que s'est-il passé? Toujours pareil, piqué dans avec Horford, ça switch, ok, pas de problème. Pareil, Horford on lui dit tu presses haut et derrière tu vas avoir des aides, ne t'inquiète pas. Et donc Doncic quand il veut attaquer au panier, il peut le faire, mais il y a Jaylen Brown qui vient aider, donc c'est vraiment un contre deux, c'est pas un contre un contre deux. Et donc côté faible, nous avons Gafford qui a été abandonné par Jaylen Brown qui donc se retrouve à l'intérieur. Jrue Holiday ne passe pas complètement devant, donc ce qui fait que là encore, prise à deux, il arrête son dribble, mais il arrive tout de même à passer par-dessus à Gafford qui a la position préférentielle sur Jrue Holiday. Et petit lob et panier. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Doncic a été crédité de 1 assist sur le match, je pense qu'on en a bien entendu parler. Pourtant, je viens de vous montrer 2 passes, 2 assists, assez incroyables. Et avec à chaque fois ce même point commun de le passing, ok, la compréhension, la manipulation des défenses, ok, hein, le côté je change d'avis et je fais la passe au dernier moment, mais surtout la taille. Parce que là techniquement, n'importe quel joueur, notamment un porteur de balle, quand il y a Porzingis et Horford qui lèvent les bras, qui font une prise à deux à ce point coincé sur un côté où il n'y a personne pour aider, normalement c'est une perte de balle. Et là regardez, non, c'est une passe. Hein. C'est peut-être pas une passe volontaire, mais en tout cas j'essaie de relâcher la balle le plus haut possible. Et puis pareil ici, hop, j'attaque le switch, il y a l'aide qui vient, donc 2 sur ballon, je panique pas, et je fais une petite passe en cloche, une deuxième par-dessus pour Gafford qui a la position, c'est parfait. Et puis numéro 1 de ce classement, premier de ce top 15, meilleur moment tactique du match, de ce match des finales, c'est évidemment Porzingis qui a fait la différence, le facteur X. Et surtout donc, pourquoi est-ce qu'on l'utilise comme ça? C'est aussi le raisonnement derrière de Joe Mazzulla qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'on l'utilise au poste haut et sur ce genre d'isolation. En fait le but c'est, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut le mettre non pas au poste bas où il pourrait subir des prises à deux. Là, on sait que de toute façon Dallas fait des switches, donc on fait un high pick and roll plein centre, voilà, comme ça on peut s'installer tranquillement au poste haut, en tête de raquette. Et pourquoi? Parce que comme ça, il est face au jeu et surtout, il est dans un spacing optimal. Et donc, si Dallas veut s'aventurer à faire des aides, Porzingis, c'est pas un passeur génial, mais c'est quand même des lectures assez simples. Les aides viennent depuis tellement loin que les lectures sont très basiques et il est capable de les faire. Donc, le mettre poste haut, c'est un peu le mettre là pour faire une isolation et dissuader d'avoir des aides agressives parce qu'elles seraient trop faciles à punir. Et donc là, premier exemple, face à Doncic, le voici, je shoot par-dessus, Doncic un peu trop agressif, donc j'ai la faute. Voilà, premier numéro. Puis ici, pareil, on enchaîne avec ce pick and roll sur le côté. Voilà, Dallas est en espèce de drop qui devient un late switch. Donc là, sur le pick and roll, déjà on fait un ice, c'est-à-dire vous voyez Hardy qui empêche de prendre le pick and roll vers le milieu. Il oriente ligne de fond. Voilà, il est récupéré par Lively et ensuite nous avons Hardy qui peel off, il switch, il reste sur Porzingis et donc ça donne ce mismatch. On se retourne et on peut le punir facilement parce que c'est Jaden Hardy. Ensuite, on enchaîne, cette fois même pas besoin de pick and roll pour avoir un switch. On est sur de la transition, donc le mauvais match-up, c'est déjà un mismatch. C'est déjà pas équilibré comme match-up. Donc, la balle au poste haut, tête de raquette, pareil. Vous voyez que derrière, on a Lively qui se met en pré-rotation, mais c'est pas une aide agressive jusqu'ici, parce que là, il vient juste zoner sous la raquette, mais s'il vient, faire une prise à deux agressive, ça fait un décalage qui serait trop gros à gérer, et donc, Porzingis peut se retourner, shooter par-dessus avec toute sa longueur. Voilà, il y a un côté aussi shot-making aléatoire et réussite, on va dire, mais il y a aussi l'élément tactique de pourquoi est-ce qu'on le met là, de ce côté du terrain. Cette fois-ci, on lui donne la balle au poste haut sans switch, et donc regardez qu'est-ce qui va se passer. On fait une action avec lui poste haut en tant que passeur, et découpe de ce côté du terrain, mais non, ça marche pas, puisque Porzingis va même s'offrir le luxe de je feinte et je vais au panier. Voilà, Lively s'attend tellement à un shoot que cette fois il est pris par surprise, et puis pareil, transition, le festival, il est en feu, donc qu'est-ce qu'on fait? Le trailing 3, on accumule, on commence à creuser l'écart, et c'est comme ça que le match a été gagné dans ce deuxième quart-temps. On enchaîne toujours pareil, ce pick and roll pour obtenir le switch. Vous l'avez vu, ici Tatum avec Porzingis, voilà, ça switch. J'ai Derrick Jones Jr., donc plus petit, c'est parfait, je donne la balle, je vais m'installer. J'ai la balle au poste haut, voilà. Et puis je peux shooter par-dessus parce que c'est que Derrick Jones Jr. et donc il n'a pas la taille pour me contester. Et puis de nouveau, un dernier ici, pick and roll, Porzingis, Derrick White, voilà, ça switch, je m'écarte, j'ai mon switch avec le plus petit Josh Green,
Le voici, donc je me retourne, pas d'aide, pas de prise à deux agressive, donc j'ai le temps, je shoot par-dessus, et badaboum, et je suis en forme. Et donc voilà pour ce top 15, j'espère que ça vous aura plu, ce top 15, non pas des highlights, mais des moments tactiques de ce match 1 des finales NBA entre Dallas et Boston. Dites-moi si ce format vous plaît, et on se dit à très bientôt pour de prochains décryptages tactiques. Ciao.